Arthur Porges, né en 1915, mort en 2006, était un écrivain américain de nouvelles policières et de science-fiction. En 1951, il commence la publication de nouvelles de science-fiction qui se sont enrichies de solides données scientifiques. Il est connu pour avoir écrit environ 72 nouvelles de science-fiction et de fantastique considérées comme des classiques. Il est notamment l'auteur de nouvelles comme Les Rats de 1950, La Mouche de 1952 et Le Rhume, que vous pouvez retrouver sur la playlist Le Théâtre de l'étrange. Retrouvons-le ici dans cette rapide nouvelle publiée en février 1967 dans Mystère Magazine. Le tueur d'épouses par Arthur Porges. Cet homme a tué ses 3 épouses consécutives, disait le lieutenant Trash, en crachant presque ses paroles de profond dépit. Et après s'en être tiré par 2 fois avec un casier vierge, il a maintenant le toupet monstre de se servir de nous, la police, comme alibi. Le savant Cyriac Skinner Gray, autrefois chercheur inlassable, mais à présent rivé pour toujours au fauteuil roulant, scruta d'un regard empreint de sympathie le visage du détective. Un visage, nota-t-il, aux traits creusés de fatigue et qui avait besoin du rasoir. Apparemment une vilaine affaire, opina Gray avec une pensée fugitive mais douloureuse pour sa propre femme qui était morte à l'âge de 30 ans, dans tout l'éclat de sa radieuse beauté. La vivacité d'esprit et la sensibilité de la disparue se retrouvaient dans leur fils Edgar, un rouquin de 14 ans, déjà Rabelais, dont le quotient intellectuel atteignait 180. Mais l'étudiant avait trop le sens de l'humour pour être déshumanisé par des facultés mentales qui tenaient du prodige. Comment se fait-il que votre moderne barbe bleue ait échappé à la chambre à gaz ? Il a su choisir le meilleur et quasiment le seul moyen de commettre des crimes parfaits, répondit Trash d'un ton farouche, s'arrangeant, dans chaque cas, de manière que la mort paraisse accidentelle. Sa première femme fit une chute dans l'escalier, par suite, prétend-il, d'un faux pas en s'empêtrant dans le tapis usé jusqu'à la corde. La chose aurait pu arriver. Notre tourment, c'est de n'avoir pas pu fournir la preuve qu'il s'agissait d'un crime et non d'un accident. Du moins, pas une preuve suffisante pour satisfaire un jury. Sa deuxième épouse périt par noyade au cours d'une partie de canotage. Le mari tenta de la sauver, mais apparemment il se révéla trop piètre nageur. À quel mobile aurait-il obéi ? Celui le plus courant de nos jours ? Eh oui, l'argent. L'épouse numéro 1 ne possédait pas lourd, mais sa compagnie d'assurance octroya au veuf une indemnité de 25 000 $, ce qui n'était pas mal payé de la part d'une quinquagénaire un peu folle, maritalement chérie durant à peine 18 mois, et qui, de son vivant, n'avait jamais connu la fortune, ni même une large aisance. Sa légitime numéro 2 avait quelques économies, près de 6 000 $, et un immeuble qui en valait dans les 25 000. Pas de forte indemnité d'assurance vie dans celui-ci. Le malin a eu la délicatesse, ou pour mieux dire, la finesse de ne pas augmenter à dessein. En d'autres termes, il s'est montré assez intelligent pour s'éviter toute complication éventuelle, dit Gray en se penchant en avant. Son fauteuil roulant étincelait de toutes parts. Il comportait en effet des dizaines de dispositifs chromés, dont le savant était l'inventeur. Trash observa comme fasciné les doigts de l'invalide manœuvrer d'un toucher délicat de presque invisibles commandes. Il y eut un faible ronronnement et le siège s'inclina sous un angle plus confortable. Puis un disque de métal rougeoya jusqu'à l'incandescence, permettant à Gray d'allumer le très mince cigario de tabac noir qu'il avait pris dans le saturateur venu doucement s'ouvrir devant lui au bout d'un bras articulé. Quelles sont les probabilités pour un mari de perdre par accident 3 épouses consécutives ? Demanda le lieutenant. Très minime, je parie. Ce serait une drôle de fatalité, pas vrai ? S'il était innocent.
Les lois qui régissent le calcul des probabilités, dit le savant avec sur le visage une expression concentrée, ne s'avèrent pas aussi rigides que les ordonnances de police, mais elles peuvent être aussi mal comprises ou même ignorées. Dans les prévisions à court terme, rien n'est aussi probable que la plupart des gens ne se l'imaginent. Ainsi, dans une partie de bridge, si l'on calculait d'avance le jeu quelconque de 13 cartes à recevoir par chacun des joueurs, ce jeu disparate serait pour chacun d'eux aussi improbable qu'un jeu idéal. Et pourtant, l'on en distribue 4 par donne. Voyant que Trash fronçait les sourcils, il ajouta « Mais ceci nous éloigne un peu du sujet. Parlez-moi, je vous prie, du dernier homicide si c'en est un. » Officiellement, on se trouve en présence d'un troisième cas de mort supposé accidentel. Avec cette différence toutefois que le gars se montre maintenant d'une effronterie sans égale. Une chute dans l'escalier et une noyade peuvent passer pour accidentelles. Mais comment concevoir une électrocution par accident au milieu d'un local dépourvu de tout appareil électrique? Vous dites bien dépourvu de tout appareil électrique? Eh oui, l'épouse numéro 3 de corpulence menue prenait son bain dans une baignoire beaucoup trop grande pour elle. Son mari attentionné, Samuel B. Clayton, lui téléphona d'une cabine d'Ocean View à 16 km de leur domicile. Ayant vainement formé le numéro à plusieurs reprises et entendu chaque fois la sonnerie, nous raconte-t-il sans en démordre, il avisa la police. Il n'y est pas allé par 4 chemins, me direz-vous. Avant de recourir à cette extrémité, la plupart des hommes seraient rentrés immédiatement chez eux afin de s'assurer que leur femme était sortie faire une course dans le quartier. Pas cet oiseau-ci. Ayant tout lieu de s'attendre au pire en raison du piège qu'il avait tendu à son épouse, il lui fallait obligatoirement des témoins pour l'accompagner à son retour chez lui et découvrir l'accident. Je parierais là-dessus mon ancienneté et mon grade. Effectivement, à domicile, il trouva devant sa porte un de mes hommes. Ayant ouvert d'un tour de clé, il courut directement dans la salle de bain, ce qui en soi était suspect. Il avait pourtant une explication toute prête. Sa femme se baignait habituellement entre 5 et 6 heures du soir. Mais, déclara-t-il avec emphase, elle répondait toujours au coup de téléphone. Naturellement, on interrogea sur le motif de sa communication manquée. Ça avait été, répondit-il, pour prévenir sa femme qu'il rentrerait un peu plus tard qu'à l'ordinaire. Dans l'ensemble, une attitude et des réponses peu convaincantes. Mais le drôle n'ignore pas que dans l'esprit des enquêteurs, une certaine incohérence fait meilleure impression qu'une histoire toute faite et trop bien échafaudée. Bref, on enfonça la porte de la salle de bain, et sa femme était bien là, morte dans la baignoire. En d'autres cas, j'aurais attribué le décès à une crise cardiaque ou à un coup de sang. Mais étant donné les deuils accidentels qui avaient frappé antérieurement le sieur Clayton, j'ai préféré ne courir aucun risque, poster à son domicile une garde permanente qui interdit l'accès de la salle de bain à quiconque n'était pas des nôtres. Il en sera ainsi jusqu'au moment où chaque centimètre carré des murs, du plafond et du sol n'aura pu être examiné par nos spécialistes. Dans l'intervalle, nous surveillons étroitement Clayton, qui a subi une fouille très poussée. Je sais combien je m'expose à la dégradation pour arrestation arbitraire et perquisition illégale, mais il m'est humainement impossible de laisser cette canaille nous mystifier une fois de plus en se gaussant de nous. À moins, ajouta-t-il d'une voix soudainement enrouée, à moins qu'il soit innocent. On a dû enfoncer la porte de la salle de bain, demanda Gray, dont l'esprit rapide sauta au point douteux. Et Madame Clayton se trouvait seule dans la maison. Oui, ce détail m'avait fait réfléchir également, dit Trash avec mélancolie. Mais il n'y a, paraît-il, rien d'étonnant à cela. D'après la sœur de Madame Clayton, celle-ci s'enfermait toujours dans la salle de bain. Ce surcroît de précaution datait de son enfance catéchisée par une maman pudibonde et stricte sur le chapitre de l'intimité. Je vois.
Bon, au dire du médecin légiste, très peu de temps s'est écoulé entre l'heure de la mort et la découverte du cadavre. Et comme de bien entendu, Clayton avait passé toute la journée loin de chez lui, ce que peuvent confirmer une cohorte de témoins. Toutefois, le rapport médico-légal précise que le décès est survenu par électrocution. Je serais incapable de vous exposer la chose en langage médical, mais cela revient à ceci. Lorsqu'une personne succombe à un arrêt du cœur, en l'absence notamment de thrombose ou de lésions aux muscles cardiaques, le plus souvent la mort est due à un choc électrique. Or, je vous le répète, il n'y avait dans le local aucun appareil suspect. Chauffage au gaz, comme l'éclairage, un plafonnier encastré et intact, c'est-à-dire non trafiqué. En outre, on ne peut exclure que le mari ait branché un fil à une des prises de courant murales qui se trouvent de part et d'autre du miroir et sont en fait les seules prises dans la pièce. Car nous sommes rentrés directement après avoir enfoncé la porte et je vous assure que nous avons veillé à ce que Clayton ne touche à rien. Autrement dit, la femme étant morte électrocutée, la cause matérielle du décès a dû disparaître avant notre arrivée sur les lieux. Voilà une thèse que je ne puis admettre, répliqua vivement Gray. Il doit exister d'autres moyens d'amener le courant électrique dans la pièce. D'accord. Et lorsque Clayton est descendu au sous-sol pour quelques instants, je me suis figuré que là se trouvait la clé de l'énigme. Dois-je comprendre que vous avez permis à Clayton d'aller au sous-sol sans escorte? Un instant. Permettez-moi d'achever, dit Trash, la main levée en signe de réfutation. Ce n'est pas exactement ainsi qu'il faut entendre la chose. Clayton avait fait valoir qu'il devait absolument descendre pour régler le thermostat de la chaudière, laquelle avait déjà causé des ennuis à diverses reprises, et livré à la surchauffe, menacé d'exploser. Au moment où il s'engageait dans les escaliers de la cave, j'ai fait signe au sergent Baker de le suivre. En bas, il faisait drôlement sombre. Ampoule grillée, d'après Clayton, qui dès le haut des escaliers s'était muni d'une torche électrique avant de dévaler les marches. Baker l'y suivit aussi vite que le pouvait un homme ne connaissant pas les lieux, lequel, nous le découvrîmes plus tard, était assez encombré. Néanmoins, Baker fut assez prompt pour allumer son briquet. J'imagine qu'en bas, Clayton disposa d'à peine quelques secondes avant d'avoir déjà le sergent à ses côtés. Et durant ces secondes, assure Baker, la torche de Clayton avait éclairé l'endroit précis que ce dernier avait atteint. Je me demande bien ce qu'il a pu faire là, comme tour de passe-passe. Eh ben, je vais vous le dire, moi, ce qu'il a fait, dit Greg d'un ton sec. L'inventeur pressa sur un bouton et un cendrier apparut à sa portée sur le bras du fauteuil, bâillant telle une bouche de martien. Gray y déposa 2 bons centimètres de cendre fine et blanche comme neige. Clayton a branché et fait disparaître le dispositif dont il s'était servi pour tuer sa femme. Ben, permettez-moi d'en douter, objecta le détective d'une voix ferme. Et voici pourquoi nous n'avons pas tardé à remplacer l'ampoule hors d'usage, et pu examiner les lieux. Examen que les gars du labo sont venus parachever ensuite d'une manière approfondie. Il n'y avait là rien d'autre que des câbles sous gaine de plomb. Si Clayton avait entaillé l'un d'eux, l'opération eût laissé des traces, car il n'aurait pu effectuer en quelques secondes la réfection de la gaine. Tout comme vous, je pensais qu'il avait fait courir un fil électrique le long du tuyau d'écoulement en contact avec l'eau de la baignoire à l'orifice de vidange, ce qui aurait lumineusement expliqué la méthode choisie par l'assassin. Seulement, comme je viens de vous le dire, on n'a trouvé au sous-sol que des conducteurs sous gaine de plomb, et je puis vous assurer qu'ils sont absolument intacts. D'autre part, le tableau se trouve à l'extérieur de l'appartement. Il ne faut donc pas chercher midi à 14h, comme j'ai eu la bêtise de le faire, en imaginant que Clayton avait tout simplement amené une ligne électrique depuis le tableau jusqu'au tuyau d'écoulement qui part de la baignoire. Le veuf que je présume coupable
Un troisième assassinat. S'est rendu seul au sous-sol, mais son isolement dans la cave a duré au maximum quelques secondes et c'est tout. Mais félicitations, dit le savant, avec un sourire de guingois. Jusqu'ici, votre logique paraît inattaquable. Si le courant n'a pas été prélevé ni dans la salle de bain ni au sous-sol... Il se tut quelques instants, ses yeux se rétrécirent. À votre entrée par effraction dans la salle de bain, avez-vous vérifié que la baignoire n'était plus sous tension? Patiemment, admit le détective en faisant une grimace. Mais quand nous avons procédé à la levée du corps, si la baignoire était restée en circuit et sur le sol mouillé, c'est évident, dit Greg, le regard ravivé. Vous auriez reçu, vous et vos hommes, une décharge peut-être mortelle, de sorte que, ajouta-t-il pensivement, si l'on s'est servi d'un gadget pour mettre la baignoire sous tension, on a réussi l'exploit de le faire fonctionner assez longtemps pour que la femme meure électrocutée dans son bain, tout en s'assurant la disparition automatique des accessoires après coup. Un criminel fort ingénieux, ma parole. À moins que son innocence ne vienne à être démontrée. Cette réserve, il semblait l'avoir émise à contre-cœur. C'est un fortige de première, opigna Trace, dont le visage parut soudain vieilli. S'il s'en tire encore dans le présent cas, il jouira tout à la fois de l'argent de la victime et de ma pension de retraite. Je ne pourrais quasiment survivre à une sanction me condamnant à lui payer 100 000 $ de dommages et intérêts pour arrestation illégale. Il s'est juré de me poursuivre en justice si je ne le faisais pas immédiatement relaxer. Or, immédiatement, c'était il y a 8 jours. Ainsi, l'aviez-vous arrêté sur le champ? Était-ce là une sage mesure de votre part? Non, certes, je le confesse. Mais quand j'ai vu son museau de renard où se lisait un mélange de cupidité et de malice, prêt à vous rire au nez, oh, je sais bien qu'un flic ne peut être émotif ni faire du sentiment. En dépit de ce sage précepte, je n'ai pu demeurer insensible non plus à l'opinion unanime de l'entourage s'apitoyant sur le sort des dames. Clayton numéro 1, 2 et 3. De si braves personnes désespérément esselées, elles avaient vraiment mérité un meilleur parti, etc., etc. Je croyais pouvoir, enfin, j'espérais découvrir le dispositif d'électrocution que Clayton avait mis en œuvre. Je ne crois toujours pas à la possibilité d'un échec de l'enquête. Et c'est pourquoi, conclut-il avec ferveur, j'ai de nouveaux recours à vos lumières. Son regard anxieux dévisageait l'homme de science. Dites-moi si vous décelez une faille dans mon raisonnement ou dans mon exposé. Une omission quelconque sous un angle ou sous un autre. Combien de fois ai-je ressassé tout cela dans mon esprit? J'en viens même à me demander si nous ne persécutons pas un innocent, qui, pour comble du malheur, aurait l'air du renard qui vient de ravager un poulailler. Uniquement des câbles sous gaine de plomb, rumina Gray. Sûrement pas la ligne téléphonique. Pour autant que je sache, on n'utilise pas ce genre de gaine pour les téléphones. Exact. La ligne téléphonique monte à partir du sous-sol. Moi, je ne songeais qu'aux canalisations électriques. Comme vous le savez, le courant qui parcourt une ligne téléphonique n'est même pas assez fort pour secouer une mouche. Et dans la salle de bain, il n'y avait aucune douille voleuse qui eût permis la transmission du courant de 110 volts à partir d'un autre conducteur. Non pas que le fait de transmettre un courant de cette intensité à l'appareil téléphonique puisse présenter un danger mortel pour l'usager, l'appareil étant isolé à 90% par l'ébonite. Pas de douille voleuse dans la salle de bain. Je m'étais posé la question, mais vous venez d'éliminer cette conjecture. Ne verriez-vous donc poindre aucune lueur pour éclairer ma lanterne? Interrogea Trash d'un ton où perçait le désappointement. Je crains que non, mais il est vrai que je n'ai pas encore examiné les lieux. Examiner les lieux?
Mais comment le pourriez-vous? Balbutia le policier dont le regard se détourna du fauteuil d'infirme. De toute évidence, je ne pourrais y aller en personne, dit Gray d'un ton badin. Mais Edgar s'en chargera. Ce n'est encore qu'un adolescent, il lui reste beaucoup à apprendre dans le domaine des déductions plausibles. Mais comme observateur, on pourrait l'appeler œil de lynx. Il ira fureter là-bas, et à son retour, il me signalera tout ce que son esprit d'observation aura enregistré. Cela vous convient-il? Bien sûr, entre nous soit dit, je n'ignore pas que votre fils est en réalité un nain d'une cinquantaine d'années doublé d'un docteur en philosophie. Mais rassurez-vous, je ne le révélerai à personne. Le savant cligna de l'œil. Si son savoir ne dépassait pas celui des maintes docteurs de philo, je ne l'autoriserai pas à se servir de mes instruments de précision, ni moins encore à devenir à la fois mes jambes et mes yeux. Savez-vous qu'il a projeté une modeste mais utile clarté, à sa façon très personnelle et assez originale, sur le problème des 4 couleurs? Quel problème? Quelle couleur? Certains avaient avancé, sans toutefois en fournir la preuve, que n'importe quelle carte géographique, hormis celle qui représente une complexité de corridors territoriaux, peut être coloriée à l'aide de 4 couleurs seulement, et en obtenant néanmoins que tous les pays limitrophes se différencient les uns des autres, que par des couleurs distinctives. Eh bien, Edgar, à peine âgé de 14 ans, une petite toux sèche interrompit l'infirme. Mais je vous en reparlerai une autre fois. Pour l'instant, il appuya sur un bouton à son tableau de commande, et au bout de quelques secondes, un vibreur bourdonna sous le fauteuil. Edgar va descendre d'une minute à l'autre. Pouvez-vous l'amener là-bas et lui permettre d'examiner les lieux? Avec plaisir, répondit Trash, dont les traits perdirent un peu de leur expression tendue et hagarde. Quand le rouquin fut descendu auprès des 2 hommes, Gray lui parla en ces termes. « Mon fils, tu vas accompagner le lieutenant Trash. Il te dira de quel genre de trucage nous nous efforçons de trouver trace. Je désire que tu examines tout particulièrement la salle de bain et le sous-sol, et que tu notes ce qui te paraît insolite. Même de menus détails d'aspect étrange ou d'apparence contradictoire. Ouvre bien l'œil, fiston. C'est d'importance capitale. Compris, papa, fit nonchalamment Edgar Gray, qui tapota d'un geste affectueux l'épaule de son père, dont un moment le visage rayonna. Puis le jeune garçon et le détective se mirent en route, abandonnant l'homme de science à son fauteuil sur roue. Dans la demeure des Clayton, le lieutenant Trash observa le gamin avec un respect un peu narquois. Edgar, 1,50 m de curiosité tendue, et apparemment d'un dynamisme proche de l'énergie nucléaire, traversa la salle de bain pour accorder une attention spéciale aux prises de courant murales ainsi qu'à la tuyauterie desservant la baignoire. Au sous-sol, leur deuxième halte, Edgar inventoria de son œil de lynx un amoncellement de matériel électrique. Au sous-sol, leur deuxième halte, Edgar inventoria de son œil de lynx un amoncellement de matériel hétéroclite mis au rebut. Vieilles barriques et mal vétustes, cartons éventrés et vieux outils. Puis il s'exclama. « Eh ben mon vieux, en voilà un dépotoir !» Après quoi il se mit à l'œuvre, l'attention de nouveau concentrée sur l'installation électrique. Il scruta minutieusement les conducteurs sous gaine de plomb et admit, à regret, que le laboratoire de la police avait vu juste. Ces câbles n'auraient pu être sectionnés ou faire l'objet d'un raccord par épissure en moins de 20 ou 30 minutes. Se servant alors d'une batterie et de compteurs, il vérifia la continuité du courant jusqu'à la baignoire. Pour ce faire,
Il envoya un courant de faible puissance dans le tuyau de vidange et s'assura que le bord métallique de la baignoire en résultait partiellement électrisé. Une bonne décharge parcourant ce tuyau-là se propagerait dans l'eau du bain, dit-il allègrement au policier en désignant d'un geste le gros cylindre de métal qui s'enfonçait à travers le sol carrelé de la pièce pour aller se perdre dans le soubassement. Pour sûr, acquiesça le détective en s'efforçant de garder ouverts ses yeux là aux paupières alourdies de fatigue. Sauf qu'il n'y a rien dans cette pièce qui puisse amener un courant assez puissant pour provoquer une telle décharge, si l'on accepte, bien entendu, le câble sous plomb qui, comme chacun le sait, est hors de cause. Projetant devant lui le faisceau lumineux d'une puissante torche de la police, le jeune garçon examinait à présent le fil revêtu de caoutchouc vulcanisé qui, pénétré par un trou percé dans le sol, s'élevait à la verticale le long du châssis de la fenêtre jusqu'au plafond et allait disparaître par un autre orifice pour aboutir vraisemblablement dans la salle de séjour. « Celui-là, c'est le fil du téléphone, » lui dit Trask. « Il n'y passe guère de courant perceptible. »« Je sais, » répondit avec calme l'enfant prodige. « Mais papa m'a bien recommandé l'examen de tout ce qui était électrique, et il ne parle jamais pour ne rien dire. » Edgar tenait de l'autre main une petite loupe achromatique à l'aide de laquelle il examinait chaque pouce de fil en question. Trask, qui louchait un peu en suivant des yeux les mouvements du limier en herbe, se voyait déjà traduit en justice et condamné à payer plus d'argent qu'il n'en aurait pu en gagner de sa vie entière. Arrestation illégale, pas le droit de placer Clayton sous mandat d'arrêt, irrecevabilité des antécédents, jugé hors de propos, devant un tribunal qui aurait valablement argué des incidents antérieurs. Un lieutenant de police lessivé, vaincu par un renard. Le jeune Gray poussa un cri de triomphe et Trask en eut un sursaut d'énergie. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Ce fil, si, il a été bricolé. »« Je pense. »« Vous pensez ? Écoutez, Edgar, le tribunal exige des certitudes. D'ailleurs, pourquoi perdre du temps avec un fil téléphonique ? »« Ah, papa m'a bien dit, peu importe, » grommela le détective, mais en se ravisant. « Faites voir. » Entre les reflets jouant sur la lentille de la loupe, Trask put distinguer 2 fines perforations dans l'enveloppe isolante du fil. Cette constatation ne lui suggéra pas grand-chose. Il existe un système de raccordement par implantation de 2 broches pointues à travers l'enveloppe isolante, sans qu'il soit besoin de fixer le raccord au moyen de Chatterton ou autre matière, dit le gamin, simple comme bonjour. Mais nom d'un petit bonhomme, je m'évertue à vous dire que de toute façon le courant qui passe dans ce fil est beaucoup trop faible pour être meurtrier, grogna Trask, au comble de l'exaspération. En outre, ces 2 sacrés trous existent peut-être depuis des années. Non, ils sont tout à fait récents, rectifia Edgar. Possible qu'il n'ait aucune signification précise dans le cas qui nous occupe. Mais comme papa le dit toujours, il faut d'abord relever toutes les données du problème. À l'origine, cette affaire vous affligeait un casse-tête chinois. Je suis payé pour le savoir, que diable, maugréa le policier. Mais ne venez pas me dire que je manque de confiance en vous. Je n'ai pas la moindre idée des méthodes d'investigation que vous inculque votre père. Néanmoins, j'espère ferme, mon garçon, et de tout mon cœur encore. 40 minutes plus tard, son inspection terminée, Edgar Gray donna le signal de départ en précédant le détective vers la sortie. Trask le reconduisit à son domicile. Au moment de le déposer devant sa porte, il lui dit d'une voix ensommeillée « Demandez donc à votre père de me téléphoner s'il parvient à donner un peu de sens à votre rapport d'expertise, Edgar. Car moi, je n'y vois guère le fil conducteur. » D'ordinaire, le lieutenant était plein d'espoir après s'en être remis au génie déductif de Gray pour élucider des énigmes criminelles. Car le savant alliait un énorme bagage scientifique à une imagination de poète.
Mais cette fois, est-ce l'épuisement ou l'inquiétude? Trask se jugea perdu. Le lendemain, Cyriaque Skinner Gray téléphona non dépoltrominé, estimant que Trask avait besoin d'un long sommeil réparateur. Ce fut donc la sonnerie du téléphone qui réveilla le détective au milieu de la matinée. Résultat, quelques minutes plus tard, un démarrage en flèche et à sirène hurlante vers la maison du savant. Si grande était son anxiété qu'il faillit en oublier les bonnes manières. Ce fut à peine s'il salua Gray d'un bonjour discret avant de l'assaillir de questions. « Voyons, calmez-vous, lui enjoignit aimablement l'homme de science. Je vais vous révéler tout ce que je sais à présent, et certaines conjectures auxquelles je me suis livré d'une manière sans doute peu orthodoxe, mais qui m'ont fait deviner juste, j'en suis sûr. Surtout, n'essayez pas de me faire croire qu'il s'agit du fil téléphonique, car vous savez aussi bien que moi qu'il... » « Patience !» répondit un peu durement Cyriaque Skinner Gray. « Je vais vous exposer ce qu'il en est, si vous voulez bien m'en laisser l'occasion. Détrompez-vous, a priori le fil en cause est bien la ligne téléphonique. » Trash ouvrit une bouche pour protester du rechef, mais le regard du savant lui imposa le silence. « Je veux bien admettre, reprit Gray, que le procédé m'était inconnu. À moi aussi. Mais j'ai tenu à me renseigner là-dessus auprès d'un technicien, en l'occurrence un expert, attaché au service des réparations de la compagnie du téléphone. Il est exact qu'une conversation sur la ligne n'appelle qu'un courant très faible. Toutefois, la plupart des gens, dont nous étions, ignorent qu'il en va tout autrement pour actionner la sonnerie de l'appareil. Cela exige en effet une puissance d'environ 100 volts. Un moment, Trask le considéra, ébahi. 100 volts? Mais c'est un voltage aussi dangereux que celui des câbles électriques. Exactement. Au sous-sol, Clayton a dû raccorder la ligne téléphonique au tuyau d'écoulement de la baignoire, lequel, d'après Edgar, n'en est distant que de 45 cm. Il s'est servi pour cela d'un système expéditif de raccord direct à 2 brochets filés qui perce uniquement l'enveloppe isolante du fil. À la tuyauterie de vidange, il s'est probablement contenté d'enrouler autour du tuyau métallique le fil branché sur la ligne du téléphone. Ou peut-être a-t-il eu recours à un petit aimant pour le maintenir en place. Et lorsque, postérieurement à la découverte du corps, il a disposé de quelques instants de solitude, dans la pénombre du sous-sol, il lui a suffi de débrancher le fil d'une part, de le détacher du tuyau d'autre part, et de le faire disparaître en le jetant dans un de ces vieux barils ou cartons dont Edgar m'a signalé l'existence. L'assassin était fondé à supposer que vos soupçons se porteraient sur les canalisations électriques, sans que vous songiez un seul instant à incriminer la ligne du téléphone. Trask demeura silencieux un moment. Mais alors, quand Clayton a téléphoné chez lui, c'est uniquement la mise en branle de la sonnerie qui a électrocuté la femme dans son bain, dit-il d'une voix tremblante. Il savait donc qu'en ce moment précis, elle aurait le corps plongé dans l'eau. Du moins savait-il, selon sa propre déclaration aux enquêteurs, que sa femme prenait habituellement un bain entre 5 et 6 heures du soir. S'il n'avait pas réussi du premier coup, il aurait rappelé un peu plus tard, avec 9 chances sur 10, de déclencher efficacement la sonnerie. Épilogua sombrement Gray. Cependant, je ne sais trop si, même avec l'appui des éléments que vous possédez à l'heure actuelle, vous pourrez juridiquement l'inculper d'homicide. En premier lieu, récapitula Trash, nous trouverons comme pièce à conviction le fil de raccordement. Deuxièmement, Clayton a reconnu son appel depuis Ocean View vers 17h30, ce qui situe l'heure du décès, donc du crime. Ensuite, il y a les perforations jumelles dans la gaine isolante de la ligne téléphonique,
Je suis sûr de pouvoir confondre le coupable d'assassin sur la personne de son épouse. Il ne s'attend certes pas que nous ayons percé à jour son stratagème diabolique. Et même au cas où il nous tiendrait tête malgré ses preuves accablantes, j'en serai assez pour convaincre un jury de sa culpabilité. Tout s'enchaîne parfaitement. La sonnerie fatale du téléphone, quand il a appelé sa femme, sa précipitation à gagner la salle de bain, puis le sous-sol, dès son arrivée sur les lieux. Le rapport du médecin légiste, et ce fil de raccord direct dont l'extrémité fourchue doit s'adapter exactement aux 2 trous percés dans l'enveloppe isolante de la ligne téléphonique. Oh, mais cette fois nous le tenons, notre renard. Cela ne fait plus aucun doute, dit gravement Cyriaque Skyner Grey.